Le secrétaire général et président To Lâm honore les contributions des hommes d'affaires vietnamiens lors d'une rencontre organisée à l'occasion de leur journée. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé au sommet de l'Asie de l'Est, l'un des événements les plus importants dans le cadre du sommet de l'ASEAN. Des photos spéciales ont été prises par les Hanoïens le 10 octobre 1954, racontant des souvenirs précieux du jour de la libération de la capitale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. À l'occasion du 20e anniversaire de la Journée des entrepreneurs vietnamiens, le 13 octobre, le secrétaire général et président To Lâm a rencontré cet après-midi les représentants des hommes d'affaires exemplaires. To Lâm a affirmé qu'il s'agissait d'une opportunité pour honorer et reconnaître leur contribution du monde des affaires au développement socio-économique du pays, soulignant que lorsque les entreprises prospèrent, le pays prospère. Le dirigeant To Lâm a souligné la nécessité de promouvoir les progrès technologiques ainsi que les réformes institutionnelles de l'environnement des affaires. Cela afin de créer de nouvelles opportunités pour le développement des entreprises et de contribuer à la construction d'une économie indépendante et autonome dans le contexte de la mondialisation. Mình đã làm và mình cũng đã có những thành công, để nhiều hơn nữa lên. Dans le cadre des sommets de l'ASEAN à Vientiane, au Laos, le Premier ministre Phạm Minh Chính et la délégation vietnamienne ont participé ce matin au sommet de l'Asie de l'Est, EAS. L'EAS comprend le Japon, la République de Corée et la Chine. En 2023, le chiffre d'affaires des échanges commerciaux entre l'ASEAN et l'EAS a atteint 1 700 milliards de dollars. S'exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Phạm Minh Chính a dit espérer que l'EAS serait pionnière dans la promotion de nouveaux moteurs de croissance, en accordant la priorité à la coopération dans la science-technologie, l'innovation et la créativité. Concernant les questions internationales et régionales, le Premier ministre vietnamien a souligné la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la coopération et le développement harmonieux des intérêts entre les parties concernées en mer orientale. Tout de suite, Thu Hiền nous résume en bref et en images autres activités auxquelles le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé dans le cadre des sommets de l'ASEAN à Vientiane. Ce vendredi à Vientiane, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé au 12e sommet ASEAN-États-Unis. Il a souligné la place centrale de la coopération économique et commerciale dans les relations entre les deux parties, appelant à une plus grande ouverture des marchés et à l'accueil d'un plus grand nombre d'investisseurs américains en Asie du Sud-Est. Phạm Minh Chính a salué la décision des États-Unis pour poursuivre leur aide à la sous-région du Mekong, qui consiste à améliorer la résilience climatique du delta du Mekong au Vietnam. En parallèle, il a plaidé pour une coopération accrue entre l'ASEAN et les États-Unis en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité de la région. La réunion s'est soldée par la publication d'une déclaration des dirigeants ASEAN-États-Unis sur la promotion d'une intelligence artificielle sûre, confidentielle et fiable. Toujours à Vientiane, le Premier ministre Phạm Minh Chính et son homologue australien Anthony Albanese ont assisté ce matin à une cérémonie célébrant le premier anniversaire de la stratégie économique australienne en Asie du Sud-Est jusqu'en 2040. Phạm Minh Chính a vivement apprécié cette stratégie, notamment le soutien actif de l'Australie de ses entreprises privées. Il a invité l'Australie à investir davantage en Asie du Sud-Est dans les domaines des infrastructures, de la logistique, de l'économie numérique, de l'économie verte et de l'innovation, ainsi que dans l'éducation et l'échange de main-d'œuvre.
Les sommets de l'ASEAN se sont clôturés cet après-midi et ce vendredi à Vientiane toujours, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu des rencontres bilatérales avec le Premier ministre australien Antonio Albanese, le nouveau Premier ministre japonais Shigeru, le Premier ministre indien Narendra Modi et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. La super tempête Yagi a causé des dégâts estimés à plus de 81 000 milliards de dong à l'économie vietnamienne. Cependant, grâce aux politiques de réponse opportunes du gouvernement et aux efforts des entreprises elles-mêmes, de nombreux domaines clés tels que les exportations, la production industrielle et les investissements étrangers ont continué de croître. Selon les organisations internationales, les résultats optimistes obtenus laissent penser que l'économie vietnamienne pourra toujours atteindre l'objectif de croissance fixé pour l'année en cours. L'indice de gestion des achats PMI a connu 5 mois de hausse consécutive, tandis que l'indice de production industrielle a enregistré une augmentation de 8,34% par rapport à la même période de l'année dernière. Ce résultat a entraîné une forte hausse des exportations, rapportant au pays près de 580 milliards de dollars sur 9 mois. Malgré les graves conséquences des inondations, le Vietnam a rapidement mis en place un plan de relance. Outre la région du Nord, les autres moteurs économiques du Vietnam, en particulier le Sud, vont toujours bon train. Dans le rapport actualisé de l'économie vietnamienne fin septembre, la Banque asiatique de développement BAD a relevé ses prévisions de croissance du PIB vietnamien à 6%. Les experts de la banque HSBC estiment que la production industrielle et la forte augmentation des échanges commerciaux seront le principal moteur de l'économie vietnamienne. Les exportations vietnamiennes sont fortement soutenues par la demande croissante du marché mondial. Nous pensons que l'économie vietnamienne pourra atteindre une croissance de 6,5%, voire plus. Cette année, la Banque d'État du Vietnam poursuit sa politique monétaire et budgétaire flexible. Cela permet de maintenir l'équilibre entre la garantie des objectifs de croissance et le contrôle de l'inflation. Selon les organisations internationales, le Vietnam devra continuer à promouvoir le décaissement des investissements publics afin de renforcer la dynamique de l'import-export, de la consommation et de l'investissement privé. Une forte transformation numérique est essentielle pour le développement du Vietnam. Selon un article récent du secrétaire général et président Tô Lâm, l'une des priorités pour accélérer la transformation numérique nationale est de former des ressources humaines de haute qualité dans des domaines clés tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les technologies de l'information. Pour atteindre cet objectif, les localités s'efforcent de mettre en œuvre des solutions globales et synchronisées pour aider le pays à prospérer dans la nouvelle ère. La ville de Thủ Đức est la première zone de Ho Chi Minh Ville à gérer 90% des procédures administratives en ligne. L'application des technologies de l'information dans la gestion de l'État et les services publics a facilité la vie des citoyens et des entreprises. La transformation numérique nécessite le partage des données. Dans notre ville, nous améliorerons le partage des données pour accroître l'efficacité et la productivité. Dans son article, le secrétaire général du parti et président Tô Lâm a décrit les tâches clés pour accélérer la transformation numérique nationale. Premièrement, il faut améliorer le système juridique tout en innovant pour suivre les tendances de développement mondial. Deuxièmement, il souligne la nécessité d'exploiter toutes les ressources sociales pour accélérer la transformation numérique. Enfin, il exige des mesures strictes pour assurer la sécurité des informations dans la transformation numérique. Il s'agit de solutions globales et stratégiques pour accélérer la transformation numérique en la transformant en un moteur de la croissance économique du pays et de l'amélioration de la productivité du travail. Tout en évaluant le pour et le contre de la transformation numérique, son article met l'accent sur les principes fondamentaux auxquels le système politique doit adhérer. Les localités doivent accélérer la transformation numérique pour atteindre les objectifs du Programme national de transformation numérique.
En plus de préparer les documents pour le 14e congrès national du parti, les comités à tous les niveaux doivent adhérer aux directives du secrétaire général du parti et du président de la République sur la transformation numérique. La transformation numérique crée de nouvelles méthodes de gouvernance sociale, contribuant à faciliter les démarches administratives des citoyens. La détermination et la vision des dirigeants de tous les ministères, agences d'État et entreprises sont des facteurs clés pour le succès de la transformation numérique. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Vietnam fait écho à la Journée internationale de réduction des risques de catastrophes et à la Journée d'ASEAN sur la gestion des catastrophes. Une cérémonie a eu lieu ce vendredi à Hue, avec pour thème « Donner à la jeune génération les moyens d'agir pour un avenir sûr face aux catastrophes naturelles ». L'événement a été organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en collaboration avec les organisations onusiennes. Le Vietnam est l'un des 5 pays les plus touchés par le changement climatique. Il est donc important de doter les jeunes de connaissances et des compétences nécessaires pour prévenir les catastrophes naturelles. Dans la province de Thanh Hóa, où la majorité des habitants sont issus des minorités ethniques, de nombreuses familles sont classées comme pauvres, quasi pauvres ou en difficulté. Une maison solide et belle est un rêve pour les habitants de cette localité. Et ces dernières années, les mesures visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées ont été mises en œuvre avec efficacité. Cela est considéré comme un point positif dans les efforts de réduction durable de la pauvreté de la province. Il y a un an, de nombreuses familles du village de pêcheurs de Thiệu Vũ, dans le district de Thiệu Hóa, ne pouvaient pas imaginer vivre dans des maisons solides. Cependant, en août 2023, avec le soutien des autorités locales et de généreux donateurs, 28 familles avaient été relogées depuis la côte. Les anciens du village se souviennent encore très bien de l'époque où ils utilisaient des bateaux comme maison. Avec de nombreux enfants et une petite barque, chaque enfant n'avait qu'une seule chemise courte à porter. Chaque maison est située sur un tronçon de rivière très éloigné, de sorte que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Maintenant, nous avons une maison et de l'eau potable à utiliser. Dans le district montagneux frontalier de Mường Lát, plus de 65% des ménages sont classés comme pauvres ou quasi-pauvres. En raison du terrain escarpé et sujet au glissement de terrain, les maisons délabrées sont nombreuses. Thao Thị Pa, une femme Hmong, a pu construire une maison solide grâce à 80 millions de dong fournis par les autorités locales et le ministère de la Sécurité publique. Après le lancement du programme d'éliminer des maisons temporaires et délabrées, les conditions de vie des résidents s'amélioreront nettement, leur permettant de se concentrer sur l'économie de leur ménage et de contribuer à la stabilité politique locale. La famille de Vi Thị Nhân est classée comme pauvre et est l'un des premiers ménages de la commune de Quang Thieu à avoir une nouvelle maison solide. Thanh Hóa vise à aider au moins 5000 familles à construire ou à réparer leur maison d'ici fin septembre 2025. Auparavant, ma maison était petite et en désordre. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Notre vie est bien plus stable grâce à la nouvelle maison. Selon les statistiques, environ 18 000 ménages pauvres et quasi-pauvres de Thanh Hóa ont besoin d'aide en matière de logement. La mise en œuvre de l'initiative Élimination des logements temporaires et délabrés reflète la responsabilité de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.
Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le 10 octobre, au Centre national des congrès à Hanoï, le secrétaire général et président Tolom, le président de l'Assemblée nationale Chen Teng-man et des hauts dirigeants du pays ont participé à une cérémonie marquant le 70e anniversaire de la libération de la capitale. Dans son discours, le leader du PCV a rappelé l'héroïsme de l'armée et du peuple du pays en général, et de Hanoï en particulier, pendant la longue guerre de résistance contre les colonialistes français. Il a notamment insisté sur la nécessité d'étendre la coopération avec les capitales d'autres pays et de promouvoir la culture de Thăng Long Hanoï, ce qui contribue à élever la position de la capitale et du pays sur la scène internationale. Le Vietnam et la France ont élevé leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral. Et ce, lors de l'entretien à Paris entre le secrétaire général et président Tolom et le président français Emmanuel Macron. La France est devenue le premier pays de l'Union européenne et le 8e pays au monde à avoir un partenariat stratégique intégral avec le Vietnam. À l'occasion de sa visite officielle en France du 3 au 7 octobre, Tolom a participé au 19e sommet de la francophonie. Il a également visité le siège de l'UNESCO à Paris et eu une séance de travail avec son directeur général. Il a rencontré des entreprises et la communauté vietnamienne en France. À cette occasion, Tolom et la délégation de haut rang du Vietnam ont déposé des fleurs en hommage au président Ho Chi Minh devant sa statue à Montreuil. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a effectué du 8 au 11 octobre sa visite de travail au Laos pour participer au 44e et 45e sommet de l'ASEAN ainsi qu'aux réunions connexes. Le chef du gouvernement a assisté au sommet de l'ASEAN avec ses partenaires tels que la Chine, la République de Corée et le Japon. Participant à environ 20 activités dans le cadre de cet événement, Phạm Minh Chính a prononcé des discours importants et discuté avec d'autres pays des orientations et des solutions visant à promouvoir les relations entre l'ASEAN et ses partenaires. En marge de ces sommets, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré le Premier ministre laotien Sonsay Sifandon, puis le secrétaire général et président laotien Thongloun Sisulit. Lors des entretiens, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé le 7 octobre la réunion gouvernementale mensuelle à Hanoï. Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a souligné les défis actuels tels que l'instabilité mondiale et les répercussions du typhon Yagi dans le nord du pays. Malgré ces obstacles, le Vietnam montre des signes encourageants. La croissance du PIB du pays a augmenté de 7,4% au troisième trimestre et de 6,82% au cours des 9 premiers mois de 2024. La stabilité macroéconomique a été maintenue, tandis que l'inflation était sous contrôle et les principaux équilibres ont été assurés. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté mardi 8 octobre à la cérémonie honorant les 10 citoyens d'élite de la capitale de l'année 2024 et les 70 personnes exemplaires du mouvement Bonnes Personnes, Bonnes Actions. Il s'agit de personnes exemplaires dans les domaines de l'économie, de la politique, de la sécurité, de la défense, de la culture, de la société et des sports. C'est la 32e fois que Hanoï met à l'honneur le mouvement Bonnes Personnes, Bonnes Actions et la 15e fois qu'elle glorifie ses citoyens d'élite dans de nombreux domaines. La 38e session du comité permanent de l'Assemblée nationale, 15e législature, s'est tenue du 7 au 10 octobre, sous l'égide de son président Chen Teng-man. La réunion s'est concentrée sur l'examen de plusieurs projets de loi, dont ceux relatifs à la gestion et à l'investissement des capitaux de l'État dans les entreprises et à l'industrie numérique. De plus, le comité permanent a examiné le rapport du gouvernement sur le développement socio-économique de 2024 et les prévisions pour 2025.
Sur la base des résultats des 8 premiers mois de l'année, le pays devrait atteindre ou dépasser 14 des 15 objectifs principaux de 2024. Le vice-premier ministre Hodefer a participé le 8 octobre à la conférence de Hambourg sur le développement durable. Il est intervenu sur le thème « Restructurer le système économique pour un avenir durable ». Le vice-premier ministre a réaffirmé l'engagement du Vietnam pour le développement durable. Il a également réitéré l'engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à mettre en œuvre le partenariat pour une transition énergétique juste. Il y a 70 ans, le 10 octobre 1954, la commission militaire de Hanoï et des pionniers de la division 308 ont marché vers le centre de Hanoï à travers une forêt de drapeaux et de fleurs après 9 ans de résistance. Il s'agissait d'un événement historique marquant la fin de la résistance contre les colonialistes français. Des photos très spéciales ont été prises ce jour-là. Dans le vieux quartier de Hanoï, nous avons rencontré des personnes qui ont eu la chance de témoigner de ce moment historique. Le 10 octobre 1945, cette photo a été prise devant la maison numéro 78 rue Hang Dao. Cette femme, 12 ans à l'époque, a accueilli avec enthousiasme le retour des soldats vainqueurs après 9 ans de résistance. Mon père était un officier opérant dans le centre-ville. Alors, le jour de libération de la capitale, il était très heureux. Il m'a dit d'aller à la rue Hang Ma acheter des papiers colorés pour décorer la façade de notre maison. Ma sœur et moi, nous avons travaillé presque toute la nuit pour finir les décors. Toute ma famille était très heureuse de saluer les soldats. Monsieur Lê Su était à l'époque un jeune homme de 17 ans. Il est maintenant le mari de Madame Huang. C'est lui qui a pris cette photo, la rue Hang Dao, le jour de la prise de contrôle de la capitale. Le gouvernement révolutionnaire a chassé les colonialistes pour nous apporter l'indépendance et la liberté. Alors, presque tous les Hanoïens sont descendus le long de rues pour saluer les troupes de soldats. C'était un événement sans précédent. Cette photo immortalisant un moment historique du peuple est devenue un souvenir sacré de la famille de Monsieur Su. À ce moment historique, mon petit frère était à mes côtés, sur le trottoir. 10 ans plus tard, il est parti pour le front du Sud, combattre les impérialistes américains. Il est mort pour la patrie. Alors pour ma famille, cette photo est d'une valeur inestimable. Également dans le vieux quartier de Hanoï, cette photo spéciale occupe une place solennelle à côté de l'autel des ancêtres de la famille du professeur agrégé Hoàng Văn Sơn. La photo capture le moment où le docteur Hoàng Thủy Ba, alors président de l'Association des médecins vietnamiens du Nord, a offert des fleurs à l'oncle Ho après la prise de contrôle de la capitale. La photo a été remise à la famille par le docteur Trần Duy Hưng, alors vice-président du comité d'administration militaire de Hanoï. Cette photo montre que l'oncle Ho avait une grande affection pour les habitants de Hanoï. Il a dit que les Hanoïens devaient servir d'exemple pour tout le pays. Mon père a beaucoup respecté l'oncle Ho. De toute sa vie, il a été un intellectuel exemplaire, dévoué. Au cours de ces 7 décennies, de nombreux moments spéciaux de Hanoï sont entrés dans l'histoire. De nombreux Hanoïens sont partis au front et ne sont jamais revenus. Les générations de Hanoïens continuent de contribuer au développement de la ville tout en promouvant les belles traditions de la capitale. Hanoï est depuis longtemps une source d'inspiration inépuisable non seulement pour les Vietnamiens, mais aussi pour les étrangers. De nombreuses œuvres photographiques honorent la beauté de la capitale d'un point de vue très personnel. À travers la photographie, les étrangers montrent leur amour pour Hanoï et le font connaître au monde entier.
La joie d'accueillir la naissance d'un bébé en temps de guerre, des abris anti-bombes sur trottoir, des roues vides avant et après chaque raid aérien, ou l'enthousiasme des Hanoïens au travail et dans la lutte pour la réunification du pays. Les photos de Hanoï en temps de guerre, prises par l'artiste allemand Thomas Binhardt, ont touché le cœur des dizaines de millions de personnes. J'ai essayé de retourner au Vietnam autant que possible, malgré les tensions et les dangers en temps de guerre. Je savais que je pourrais mourir, mais je me suis dit qu'il fallait vaincre la peur pour accompagner les Vietnamiens et faire connaître au monde les souffrances des Hanoïens, qui sont toujours résilients dans mes photos. Thomas est parmi les nombreux photographes étrangers qui ont été émerveillés par Hanoï. Ils ont capturé la beauté simple et charmante de Hanoï pendant la guerre puis pendant la période de subvention. Dans les années 1980, l'ancien ambassadeur adjoint britannique John Ramsden a pris des milliers de photos de Hanoï. Malgré toutes les difficultés, Hanoï était très belle à l'époque. Les Hanoïens avaient une dignité et un courage extraordinaires, ils préservaient les valeurs traditionnelles d'une manière étonnante. Les temples restaient ouverts et les fêtes traditionnelles étaient toujours nombreuses. À ce jour, Hanoï continue de fasciner de nombreux photographes étrangers. Pour le photographe américain Peter Steinhauer, ces photos des portraits et des immeubles anciens de Hanoï ont été exposées à travers le monde, ce qui lui a valu le prix de meilleur livre de photos de 2007 décerné par le magazine de photographie américain Photo District News. Je vis à Hanoï depuis de nombreuses années et j'ai toujours aimé l'architecture des dortoirs. Cela fait partie de l'architecture et de la culture de la capitale. Hanoï se distingue de toutes les autres métropoles d'Asie. De la guerre à la paix, Hanoï est une ville unique par son architecture, ses coins de rue et la vie quotidienne animée. Ces caractéristiques ont été et continueront d'être une source d'inspiration inépuisable pour de nombreux artistes internationaux. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.